Je serre si fort mon verre d'eau que mes phalanges blanchissent. Mais je refuse de laisser ma mère voir à quel point ces mots me blessent. Amandine, tu ne seras jamais aussi douée que ta sœur. La lumière du lustre se reflète dans le cristal, projetant des prismes sur la nappe blanche, alors qu'un silence de plomb s'abat sur notre dîner de famille. Le dîner de célébration de la promotion de Célène, la raison pour laquelle nous sommes tous réunis autour de la table en acajou de mes parents un mercredi soir, le dîner pour lequel je me suis précipitée après une journée de travail de 10 heures, ayant à peine eu le temps de troquer mon chemisier froissé contre un propre. « Maman » commence Célène. Mais elle s'interrompt lorsque notre mère lève la main. « C'est juste un fait, ma chérie. Ta sœur a choisi la stabilité plutôt que l'ambition. Il n'y a rien de mal à cela. Mais nous devons reconnaître la réalité. » Mon père s'éclaircit la gorge, étudiant son assiette de saumon à moitié mangée. Ta mère a raison, Amandine. Célène est en passe de devenir vice-présidente avant 30 ans. Des chemins différents. Je regarde Célène dans sa robe carmin impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, même après une journée complète au bureau. Puis notre mère, portant le collier de perles que je lui ai offert à Noël dernier, celui qu'elle avait qualifié de « gentil, mais pas vraiment mon style », avant de le porter à chaque événement de Célène. Quelque chose se brise en moi. 2 ans de mots ravalés me montent à la gorge. Je me lève, j'ouvre mon sac à main, et j'en sors le relevé de prêt immobilier que je transporte depuis 3 jours, attendant le bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour ça. Je me suis rendu compte, au fil des mois, que le bon moment était une illusion, un prétexte pour continuer à subir en silence. L'attente était devenue une prison confortable, et ce soir, la porte venait de voler en éclats. Chaque dîner, chaque réunion de famille suivait le même scénario. Célène était le soleil autour duquel nous étions tous censés orbiter, et moi, j'étais la lune, utile pour mon influence gravitationnelle sur les finances, mais autrement invisible dans la lumière éclatante de ma sœur. Cette métaphore me frappe alors que je tiens le papier entre mes doigts. J'ai payé vos factures pendant 2 ans, dis-je, en posant le papier sur la table, y compris cette maison. Les yeux de ma mère s'écarquillent brièvement avant qu'elle ne se reprenne. Elle agite la main d'un geste dédaigneux, un geste si familier qu'il me noue l'estomac. C'est ce que fait la famille. Célène doit se concentrer sur sa carrière. Mon esprit retourne à la remise des diplômes de Célène, il y a 6 ans. Mes parents lui avaient offert les clés d'une Peugeot 208 rouge flambant neuve, avec un énorme nœud blanc sur le capot. Plus tard dans l'après-midi, il m'avait tendu un sac cadeau contenant une tasse imprimée du logo de mon université. « Tu es déjà établi », avait expliqué maman en voyant mon expression. « Ta sœur a besoin de notre soutien. » Puis, il y a eu ce premier appel il y a 2 ans. La voix de papa inhabituellement hésitante, expliquant un revers financier temporaire. « Juste un versement pour le prêt immobilier », avait-il dit. Juste le temps que les choses se stabilisent. Je touche le coin du relevé de prêt maintenant étalé sur la table. 2 ans de paiement, ce n'est plus une aide temporaire. « La famille se soutient mutuellement ?» dit maman, sa voix se durcissant. « Pourquoi es-tu si égoïste ?» Je plonge à nouveau la main dans mon sac et sors la pile de reçus que j'ai collectionnés. Relevé bancaire, confirmation de virement, chèques encaissés, 2 ans de drainage financier organisé dans un classeur accordéon soigné. J'ai largement soutenu, dis-je, ma voix plus stable que mes mains, je ne suis pas votre distributeur de billets. Le visage de mon père rougit. Ta sœur est à un tournant critique de sa carrière. Et moi, je suis à un tournant critique de ma patience, répliquai-je, me surprenant moi-même par l'acier dans ma voix. Célène nous regarde, le front plissé par la confusion. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Personne ne lui répond.
Ma mère me fixe avec des yeux plissés. Mon père étudie le plafond comme si la réponse pouvait y être écrite. Je me tiens dans la salle à manger de mes parents, prenant soudain conscience de ce que je risque. Ce sont mes seuls liens familiaux, les gens qui m'ont élevée, la sœur que j'ai aidée à faire ses devoirs et que j'ai conduite à ses cours de danse. Pourtant, en regardant leur visage, je vois pour la première fois comment ils mesurent ma valeur, non pas en amour, en souvenirs ou en sang partagé, mais en euros que je peux fournir tout en restant commodément en arrière-plan. Je vais faire une pause dans les dîners de famille, dis-je en ramassant mon sac et dans les paiements familiaux. Le visage de ma mère se durcit en quelque chose que je reconnais à peine. Tu le regretteras, Amandine. La famille est tout ce que nous avons dans ce monde. Je m'arrête sur le seuil, ressentant une étrange légèreté. Alors, je suppose que je n'ai rien. Une semaine entière s'est écoulée après ce dîner dramatique, et à part les rares messages de Célène, mes parents ne m'ont pas contacté. Cependant, jeudi après-midi, ma mère m'a appelé pour l'aider à organiser ses papiers pour les impôts, puisque tu es si douée avec les chiffres, un compliment à double tranchant qui reconnaissait ma compétence tout en dénigrant ma carrière. Je n'avais jamais eu l'intention de le trouver, mais alors que je triais la pile chaotique de documents sur son bureau, un nom familier a attiré mon attention. Le mien, je me fige. Un relevé de prêt étu, diant entre mes mains, pas le mien, mais celui de Célène. Les mots se brouillent, puis deviennent d'une clarté terrifiante. Un paiement de 19 400 € avec une confirmation de virement portant mon numéro de compte. Mes doigts tremblent, tandis que je parcours d'autres pages. Des paiements pour la voiture. Des relevés de carte de crédit. Mon estomac se tord en un nœud si serré que je peux à peine respirer. Ce n'étaient mais pas des paiements d'urgence. Ce n'était pas une aide temporaire. C'était systématique. Planifié. Attendu. J'entends des pas derrière moi et me retourne pour voir ma mère dans l'embrasure de la porte. Son collier de perles, mon cadeau de Noël, brillant sur son chemisier blanc impeccable. « As-tu trouvé les formulaires d'intérêt du prêt immobilier ?» demande-t-elle, puis elle remarque les papiers dans mes mains. Quelque chose vacille sur son visage, pas de la culpabilité, mais de l'agacement d'avoir été découverte. « C'est quoi ça ?» Ma voix semble lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Papa apparaît derrière elle, ses lunettes de lecture perchées sur son front. Célène se tient dans le couloir, les pouces tapant sur l'écran de son téléphone, levant à peine les yeux. « Amandine, ne fais pas de scène, » dit maman en entrant dans le bureau. Papa la suit, tous deux me dominant alors que je suis assise dans le fauteuil de bureau en cuir. Le grand livre est ouvert entre nous comme une confession. J'ai fouillé plus profondément dans la pile, mes mains se déplaçant avec une urgence frénétique. J'ai trouvé des reçus pour des vacances à Biarritz, des factures de restaurants chics à Lyon où je n'avais jamais été invitée, des achats dans des boutiques de luxe. Chaque papier était une nouvelle trahison. Ce n'était pas seulement le prêt de Célène, c'était un style de vie entier que je finançais à mon insu. Un style de vie qu'il me disait ne pas pouvoir se permettre. Vous avez utilisé mon argent pour payer le prêt étudiant de Célène. Je tapote le relevé avec mon index. 19 400 €. Maman agite la main d'un geste dédaigneux. Tu aidais la famille? Les prêts de Célène étaient le besoin le plus pressant. Et les paiements de sa voiture? Je brandis un autre relevé. 3 600 € l'année dernière seulement. Le transport est essentiel pour son poste, dit papa en ajustant ses lunettes. Elle rencontre des clients. Les cartes de crédit? J'étale les relevés. 9 000 €, dont 200 € en vêtements de marque et en restaurant. L'apparence professionnelle est importante dans le marketing, répond maman sans hésiter. Je regarde par-dessus leur épaule Célène, qui range finalement son téléphone en haussant les épaules. Je n'ai rien demandé de tout ça.
Maman a dit que tu étais heureuse d'aider. La pièce semble soudain trop petite. Les murs se referment sur moi. 2 ans à penser que j'aidais à surmonter une difficulté temporaire. Alors que depuis le début, je finançais le style de vie de Célène. Célène a besoin de liberté pour construire sa carrière, dit papa, son ton suggérant que je devrais comprendre ce fait évident. Tu es stable. Stable. Comme un cheval de trait. Fiable. Ennuyeuse. La fille pratique dont le but est de soutenir la star. Je me recule du bureau, ayant besoin d'espace. Mes propres prêts étudiants ne sont toujours pas remboursés. J'ai mis chaque euro supplémentaire pour les vôtres. C'est différent, dit maman. Ton choix de carrière n'exige pas la même présentation. La comparaison tacite flotte dans l'air. Ingénieur en logiciel contre marketing. L'ombre contre la lumière. Invisible contre célébré. Avez-vous la moindre idée de ce que cela fait à mon avenir financier? Je demande, ma voix plus forte maintenant. Si je continue à soutenir tout le monde, je n'aurai jamais rien pour moi. Maman cligne des yeux, sincèrement confuse par mon inquiétude. La famille soutient la famille, Amandine. Nous t'avons toujours appris ça. Le mariage de Célène approche, continue-t-elle, une nouvelle lueur dans les yeux. Bien sûr, tu aideras aussi pour ça. Elle mérite une journée parfaite. L'hypothèse désinvolte me coupe le souffle. Je saisis le grand livre, l'ouvrant à la dernière page où j'ai suivi chaque paiement. Le total me saute aux yeux. 60 y 1 000 euros. 60 y 1 000 euros. 2 ans de paiement de prêts immobiliers, de prêts étudiants, de paiement de voitures, de cartes de crédit, 61 000 euros dépensés pour soutenir ma famille, alors qu'ils me traitaient comme la fille la moins réussie. Je ferme le grand livre avec des mains tremblantes. Pendant tout ce temps, j'avais encouragé leur favoritisme en le finançant. Plus tard cet après-midi-là, je montre le grand livre à Diane, ma collègue, et ce que j'ai de plus proche d'une amie ces jours-ci. Nous sommes assises dans un café, le café refroidissant entre nous peu, pendant qu'elle examine les pages. La buée sur la vitre du café rend le monde extérieur flou, un miroir parfait de mon état d'esprit avant cette découverte. Diane tourne les pages avec une expression qui passe de la curiosité à l'indignation. Elle tapote une ligne spécifique. Un week-end spa pour 2. Payé le même jour où tu m'as dit que tu devais annuler notre sortie parce que tu n'avais pas les moyens. La spécificité de sa mémoire me frappe. Elle avait remarqué ma détresse bien avant que je ne l'admette moi-même. Ce n'est pas un soutien familial normal, Amandine, dit-elle finalement, fermant le livre et me le rendant. C'est de l'exploitation. Le mot me frappe comme un coup physique. Exploitation, pas de l'aide, pas un devoir familial, un profit délibéré. Alors que je rentre chez moi ce soir-là, des copies du grand livre rangées dans mon sac, je me débats avec un choix impossible. Devrais-je couper immédiatement tout soutien financier, et forcer ma famille à affronter la réalité, ou réduire progressivement les paiements pour leur donner le temps de s'adapter? La première option pourrait briser les relations de manière irréparable, mais la seconde signifiait encore des mois de pression financière pour moi. Que feriez-vous lorsque les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement n'apprécient que ce que vous pouvez leur donner? Je me gare devant mon petit appartement, un 2 pièces que j'ai choisi pour son loyer modéré, afin de pouvoir aider ma famille. L'ironie est écrasante. À l'intérieur, tout semble terne et usé par rapport aux images mentales des boutiques de luxe et des restaurants chics que j'ai vus sur leurs relevés de cartes de crédit. Je m'assois sur mon canapé, le grand livre posé sur la table basse. Ce n'est pas juste un livre de contes. C'est un journal de ma propre naïveté, un témoignage de ma volonté désespérée d'acheter l'approbation de Yi et ma propre famille. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais comment. La colère est une option, une explosion cathartique qui pourrait tout brûler sur son passage.
Mais sous la colère, il y a une profonde tristesse. La prise de conscience que l'amour que je pensais recevoir était conditionnel, transactionnel. Et c'est cette tristesse qui me pousse à chercher une solution qui ne me détruira pas en même temps que je détruis les illusions que j'ai entretenues si longtemps. Mercredi matin suivant, au travail, mon téléphone vibre avec le 5e appel de ma cousine cette semaine. Ma famille organisera une réunion d'urgence familiale, mais je n'ai pas l'intention d'y aller. Je mets le téléphone en silencieux et le pose face contre mon bureau, regardant l'écran s'allumer à nouveau presque immédiatement. La réunion de famille des Maurice, ou plutôt des Martin dans notre version, est apparemment le sujet de toutes les conversations. Ion. Tu évites quelqu'un ? Demande Diane depuis son bureau, un sourcil levé. Ma mère a organisé une réunion de famille sans me le dire, dis-je en me frottant les tempes. Maintenant, elle veut que je la finance. Les yeux de Diane s'écarquillent. Le culot après tout ce qu'ils ont pris. J'acquiesce, ouvrant ma boîte de réception pour y trouver 3 messages de tantes et d'oncles à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Chacun contient des variations subtiles de la même demande. La famille a besoin d'aide, et apparemment, je suis l'aide désignée. Tu étais au courant de la réunion ? Je demande à Diane. Non, mais les fiançailles de ta sœur sont partout sur les réseaux sociaux, dit-elle en tournant son moniteur vers moi. Ta mère a identifié tout le monde sauf toi. Le visage rayonnant de Célène remplit l'écran, une bague en diamant bien en évidence sur sa main gauche. La légende dit « en train de planifier la célébration du siècle pour ma magnifique fille. Bénie. » Mon estomac se serre quand je vois le premier commentaire. Amandine aidera à rendre tout cela parfait. Je suis devenu le distributeur automatique de la famille, et maintenant, ils font des promesses en mon nom. Plus tard dans la soirée, je me blottis sur mon canapé avec une tasse de thé, parcourant Facebook. Mon pouce se fige sur une photo publiée il y a 5 semaines. Mes parents et Célène posant devant le casino de Monaco, des cocktails levés en signe de célébration. L'horodatage indique qu'elle a été prise pendant le week-end où j'ai fait des heures supplémentaires pour couvrir un paiement d'urgence de la taxe foncière de leur maison. Ils sont allés à Monaco avec mon argent en me disant qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. La nausée me monte à la gorge. Ce n'est plus de l'exploitation, c'est une tromperie pure et simple. Ils ne se contentaient pas de prendre mon argent, ils me mentaient, frontément sur leur situation pour en obtenir davantage. Dans les jours qui suivent, le sommeil devient un luxe que je ne peux plus me permettre. Nuit après nuit, je reste éveillée, calculant des chiffres, combien j'ai donné, combien ils ont demandé, combien il me reste. Le poids des soucis financiers pèse sur ma poitrine, jusqu'à ce que la respiration devienne difficile. Pendant les réunions au travail, je me surprends à dériver, pensant au 2e avis de paiement de mon propre prêt étudiant alors que les prêts de Célène sont entièrement payés avec mon argent. « Vous avez l'air épuisé », a commenté mon patron un jeudi matin, après que j'ai manqué une échéance pour la première fois en 3 ans. Je vais bien, je mens. Mais les cernes sous mes yeux disent-moi la vérité. Je commence à tenir un journal, chaque appel téléphonique, chaque demande, chaque euro transféré. Le petit carnet relié en cuir devient mon compagnon constant. Dans ces pages, je documente le schéma de manipulation qui a façonné notre dynamique familiale pendant des années. Les mentions désinvoltes des réussites de Célène, suivies de demandes d'argent, les culpabilisations lorsque j'hésite, les dîners de célébration que je paie, mais où je suis à peine reconnue. Les preuves s'accumulent page par page, un enregistrement indéniable d'une exploitation systématique. Chaque entrée dans le journal est comme une brique que je retire du mur de déni que j'avais construit autour de moi. Je relis les premières entrées où je justifiais leurs demandes, me disant que c'était mon devoir. Puis les entrées deviennent plus confuses, pleines de doutes et de questions. Maintenant, les dernières pages sont claires, factuelles, froides. C'est un dossier d'accusation. Et l'accusé, c'est moi.
pour avoir laissé faire si longtemps. Un mardi soir, alors que je trie des documents, une voix familière me surprend alors que je quitte le bureau. Amandine? Oncle Frank se tient près de l'ascenseur, son visage buriné plissé d'inquiétude. Oncle Frank? Dis-je, surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais, dit-il simplement. Tu as manqué les 3 dernières réunions de famille, ça ne te ressemble pas. Je baisse les yeux, ne sachant comment expliquer. J'ai toujours pensé que tu étais la colonne vertébrale de cette famille. Continue-t-il, sa voix douce. Maintenant, je me demande s'ils n'ont pas profité de cette force. Ces mots me frappent avec une force inattendue, et je ravale des larmes soudaines. Il me propose un café, et nous nous installons dans le bistrot en bas de mon immeuble de bureau. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds contraste fortement avec l'amertume qui m'habite. Frank remue son expresso, son regard bienveillant posé sur moi. Ta mère a toujours été compétitive, commence-t-il. Même quand nous étions enfants, elle devait toujours avoir le meilleur jouet, la meilleure note. Quand ta sœur est née, j'ai vu ce schéma se répéter. Célène était son trophée. Et toi, tu étais la gardienne du trophée. Celle qui s'assurait qu'il reste brillant. Cette perspective, venant de quelqu'un qui a connu ma mère toute sa vie, est une révélation. Ce n'est pas personnel contre moi. C'est un schéma de comportement qui dure depuis des décennies. Ce n'est pas ta faute, Amandine, ajoute-t-il. Tu as un cœur loyal. Mais la loyauté ne doit pas être un suicide financier. Le samedi suivant, je me retrouve dans la cuisine de mes parents. Célène est assise au comptoir, feuilletant des magazines de mariage, pendant que ma mère entoure des options de lieu de réception au stylo rouge. L'ambiance est faussement décontractée, mais une tension sous-jacente est palpable. Ma mère sait que quelque chose a changé depuis notre dernière conversation, mais elle tente de maintenir une façade de normalité. L'acompte pour le domaine est dû la semaine prochaine, dit ma mère sans lever les yeux. Célène mérite une célébration parfaite. Tu peux couvrir l'acompte du lieu la semaine prochaine? Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Quelque chose en moi se brise, une rupture nette et décisive. Je ne paierai pas un centime de plus, dis-je, ma voix stable, pour quoi que ce soit. La pièce devient silencieuse. La tête de Célène se redresse brusquement de son magazine. Ma mère se fige, le stylo en suspens au-dessus de la page. Ne sois pas ridicule, dit-elle finalement, mais l'incertitude vacille sur son visage. Je suis sérieuse. Je continue, trouvant une étrange puissance dans le calme de ma voix. J'ai payé le prêt immobilier, les prêts de Célène, les cartes de crédit, les paiements de la voiture. J'ai fini. La bouche de ma mère s'ouvre et se ferme, comme un poisson, alors qu'elle cherche les mots manipulateurs qui ont toujours fonctionné auparavant. Mais pour la première fois, je vois clairement ses tactiques, la culpabilité, les comparaisons, les insultes subtiles enveloppées dans une sollicitude maternelle. J'ai financé ma propre maltraitance. Tu ne peux pas simplement... commence-t-elle. Je peux, l'interrompis-je, et je le fais. Mon regard croise celui de Célène. Pour la première fois, je ne vois pas ma rivale, mais une autre victime de ce système, une victime dorée et choyée, mais une victime quand même. Elle ne dit rien, mais son silence n'est plus dédaigneux. Il est confus, interrogateur. Le lendemain, Diane étale des feuilles de calcul sur sa table de salle à manger, calculatrice à la main. L'odeur de l'encre d'imprimante fraîche se mêle à celle de notre thé à la menthe. Elle a pris mon chaos de reçu et l'a transformé en un plan de bataille financier. Sans les soutenir, dit-elle en encerclant un nombre.
Tu pourrais rembourser tes prêts étudiants, in 3 ans au lieu de 15. Le chiffre me regarde. Un avenir que je n'avais pas osé imaginer. 15 ans de ma vie, libérée. Elle me montre une autre simulation. Et ça, c'est ce que tu pourrais mettre de côté pour un acompte sur ton propre appartement. En 2 ans, tu aurais assez pour acheter quelque chose de bien à toi. L'idée d'être propriétaire, quelque chose que j'avais relégué à un futur lointain et incertain, devient soudainement tangible. C'est plus que de l'argent. C'est la promesse d'une vie qui m'appartient. Oncle Frank appelle ce soir-là. J'ai parlé à ta mère, dit-il. Elle n'est pas contente. Je sais, tant mieux, répond-il fermement. Parfois, la famille doit apprendre des leçons difficiles. Je suis fier de toi d'avoir posé des limites. Elle a essayé de me monter contre toi, ajoute-t-il. Elle a dit que tu étais devenue égoïste et ingrate. Je lui ai simplement demandé de me montrer les relevés bancaires. La conversation s'est terminée rapidement. Son soutien inébranlable est une ancre dans ma tempête émotionnelle. Cette nuit-là, j'ouvre mon ordinateur portable et commence à chercher des opportunités d'emploi en dehors de Lyon. Marseille attire mon attention. Des emplois dans la tech avec des salaires plus élevés, un nouveau départ à des centaines de kilomètres de ma famille. Je m'autorise à imaginer une vie construite autour de mes propres besoins et rêves, au lieu des exigences de ma famille. Je vois un appartement avec un balcon donnant sur la mer, je m'imagine marchant dans les calanques, le week-end, je goûte la liberté dans l'air salin. L'idée prend racine, non pas comme une fuite, mais comme une réclamation de mon propre territoire. Le lendemain matin, je me rends à la banque et demande des impressions de toutes les transactions des 2 dernières années. L'employé lève un sourcil devant le volume, mais s'exécute. Des heures plus tard, j'organise la pile de papier par ordre chronologique, surlignant chaque paiement à mes parents. Et c'est là, niché parmi les documents financiers de mon père, que je découvre un relevé pour un compte dont je n'avais jamais vu l'existence. Un compte avec un solde qui contredit chaque affirmation de difficulté qu'il a faite. Un compte d'épargne bien garni, alimenté par des placements discrets. Il a caché de l'argent pendant que je vidais mes économies pour les soutenir. La tristesse que je ressentais se transforme en une colère froide et pure. Ce n'était pas de la mauvaise gestion ou de la nécessité. C'était une fraude délibérée à mes dépens. Mon téléphone sonne juste au moment où je digère cette découverte. Le nom de ma mère clignote à l'écran. Nous avons une réunion d'urgence sur les responsabilités familiales demain, annonce-t-elle sans préambule. Le paiement du prêt immobilier n'est pas arrivé. Je sais, dis-je, me sentant plus calme que je ne l'ai été depuis des années. Je t'ai dit que j'arrêtais de payer. Ce n'est pas un jeu, Amandine, s'énerve-t-elle. Sois là à 18 heures. Je raccroche et regarde les preuves étalées sur ma table, la preuve d'années de manipulation et d'exploitation. Pour la première fois, je détiens toutes les cartes. J'y serai, me chuchotai-je avec les reçus. Mardi soir, après le travail, j'arrive avec 15 minutes d'avance pour la réunion de famille, garant ma Clio à 2 maisons de la maison de style colonial de mes parents. Le poids du classeur noir de 8 cm sur mon siège passager représente 2 ans de drainage financier, méticuleusement organisé par catégorie et par date. Les conseils de l'oncle Frank résonnent dans ma tête quand il m'a appelé ce matin. Ne les laisse pas contrôler le récit. Présente les faits, calmement. Les chiffres ne mentent pas. L'odeur familière de l'encaustique au citron me frappe alors que j'entre sa hens frappée. Dans la salle à manger, mes parents sont assis aux 2 extrémités de la table, tels des monarques attendant un sujet. Célène est perchée inconfortablement entre eux, faisant défiler son téléphone. « Tu es en avance », dit maman, la surprise traversant brièvement son visage avant qu'elle ne se reprenne.
Je place le classeur au centre de la table, le bruit sourd attirant l'attention de tous. Je voulais m'assurer que nous aurions assez de temps. Papa s'agite sur sa chaise. Du temps pour quoi exactement? J'ouvre le classeur au premier onglet intitulé « Prêt immobilier ». Les pages à l'intérieur contiennent des relevés bancaires surlignés, des confirmations de virement et un total courant. Le temps de passer en revue tout ce que j'ai payé au cours des 2 dernières années. Ma voix sonne différemment, contrôlée, professionnelle. Commençons par le prêt immobilier. 24 paiements de 1 200 € chacun. Cela fait 28 800 €. Les sous, air cils de maman se hausse. Ça ne peut pas être exact. Je passe à la section suivante, prêt étudiant. Ceux de Célène, pas les miens. 19 400 €. Le visage de papa pâlit alors qu'il jette un coup d'œil au classeur. Ses doigts tambourinent contre l'acajou poli. Il sait que je sais. Je le vois dans la façon dont il évite mon regard, dans la tension soudaine de ses épaules. Paiement de la voiture pour la Peugeot de Célène. 3.600 €. Je tourne une autre page. Et enfin, les factures de carte de crédit, principalement pour des vêtements, des restaurants et les voyages de travail de Célène. 9 200 €. Le téléphone de Célène glisse de sa main, tombant avec un bruit sec sur la table. C'est plus que ce que je gagne en 3 mois. Le total général, dis-je en me tournant vers la page de résumé avec le chiffre surligné en jaune, est de 61 000 €. Les lèvres de maman se serrent en une fine ligne. Tu exagères. La moitié de ces paiements étaient des C-ados. Tu as proposé d'aider. J'ai des preuves pour chaque euro. Je sors un dossier en manille contenant des copies de chaque chèque, de chaque reçu de virement. La pile atterrit avec une épaisseur satisfaisante à côté du classeur. Voudriez-vous les examiner un par un? C'est ridicule, marmonne papa, mais ses yeux évitent les miens. Célène attrape le dossier, parcourant les preuves avec des doigts tremblants. Sa confiance habituelle s'évapore alors qu'elle s'arrête sur un relevé de carte de crédit, montrant des frais pour ses tailleurs d'entretien. Je n'en avais aucune idée, murmure-t-elle. Maman a dit que tu étais heureuse d'aider, continue Célène, levant les yeux avec confusion. Elle a dit que tu voulais contribuer parce que tu avais de l'argent en plus avec ton salaire dans la tech. De l'argent en plus? Mon rire sort plus fort que prévu. J'ai encore mes propres prêts étudiants à rembourser. J'ai repoussé des soins dentaires parce que je ne pouvais pas me le permettre. Il n'y a jamais eu d'argent en plus. Quand Célène me demande pourquoi je ne lui ai jamais dit combien je contribuais, j'hésite. Devrais-je expliquer que nos parents m'avaient fait jurer de garder le secret pour protéger sa confiance? Ou valait-il mieux la laisser découvrir leur manipulation par elle-même? Avant que je puisse décider, la sonnette retentit. Un timing parfait. Maman se lève, lissant son cardigan. Nous sommes au milieu de quelque chose. Ce doit être oncle Frank, dis-je. Je lui ai demandé de se joindre à nous. La tête de papa se redresse brusquement. Frank, pourquoi tu... La voix de l'oncle Frank résonne depuis l'entrée alors qu'il entre. Bonjour tout le monde, j'espère que je ne suis pas en retard. Le visage de ma mère se crispe alors que son frère s'installe dans une chaise à côté de moi. Il hoche la tête vers le classeur. Je vois qu'Amandine vous montre les chiffres. Tu étais à... Eu courant de ça? Demande maman, la trahison dans la voix. Je m'en doutais, dit oncle Frank, son ton habituellement jovial devenu sérieux. La famille s'entraide en cas d'urgence, Célène, pas comme un arrangement permanent. Ce que vous avez fait à Amandine n'est pas juste. Le silence qui suit est une présence physique dans la pièce. Ma mère fixe son frère, puis moi, réalisant que son récit soigneusement construit s'effondre. Je ne suis plus isolée. Célène brise le silence. Jenna m'a demandé hier
Pourquoi Amandine ne vient plus jamais aux événements familiaux? Elle semblait inquiète, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Les amis de Célène, son cercle social, commencent à remarquer mon absence. La façade de la famille parfaite commence à se fissurer de l'extérieur également. Tes amis ne comprennent pas notre dynamique familiale, dit maman d'un ton dédaigneux, mais l'incertitude s'insinue dans sa voix. Les Henders en ont appelé la semaine dernière, ajoute oncle Frank. Ils voulaient savoir s'il y avait une part de vérité dans la rumeur selon laquelle vous aviez des problèmes d'argent tout en dépensant pour des articles de luxe. Le visage de papa rougit. Ça ne les regarde pas. La salle à manger retombe dans le silence jusqu'à ce que le téléphone de Célène sonne avec un message entrant. Elle y jette un coup d'œil, puis lève les yeux, écarquillée. C'est de la société de prêt immobilier, dit-elle en se tournant vers nos parents. Ils envoient un avis de retard. À ce moment, en regardant les épaules de mon père s'affaisser et le masque de ma mère glisser, je réalise que les premières fissures dans leur façade soigneusement entretenue sont apparues. Le château de cartes financier qu'ils ont construit commence à s'effondrer. Et pour la première fois, je ne me précipite pas pour le soutenir. Je sors une dernière feuille du classeur. C'est le relevé des comptes d'épargne cachés de mon père. Je le glisse sur la table. Et puis, il y a ça, dis-je calmement. Le compte que vous avez oublié de me mentionner lorsque vous m'avez dit que vous risquiez de perdre la maison. Le silence qui s'ensuit est encore plus profond, plus lourd. C'est le silence de la défaite totale. 2 jours plus tard, je suis assise en face de mes parents à leur table de cuisine, où la lumière capte les particules de poussière flottant entre nous. L'espace semble différent maintenant, plus petit, moins intimidant. Le sourire de mon père semble forcé, alors qu'il fait glisser un papier vers moi. « Amandine, nous avons réfléchi. » Il s'éclaircit la gorge. « Nous comprenons tes préoccupations concernant les arrangements financiers. » Ma mère acquiesce, ses yeux se dirigeant vers la pile d'avis de retard qui dépasse dessous un livre de cuisine. Les familles devraient ne reconnaître les contributions de chacun. Nous ne l'avons pas assez fait avec toi. Le script semble répéter, une tentative maladroite de réconciliation, sans véritable remords. Je regarde leur performance avec une nouvelle clarté. La façon dont les doigts de papa tambourinent nerveusement sur la table. Comment maman continue de jeter un coup d'œil aux factures qu'elle essaie de cacher. « Nous avons un compromis, » continue maman. « Si tu reprends les paiements du prêt immobilier, nous nous assurerons que tout le monde sache à quel point tu aides. » Célène aussi. Papa se penche en avant. Pense à ce que tu risques, Amandine. Les relations familiales ne peuvent pas être réparées une fois qu'elles sont brisées. C'est ce que tu veux? Leurs mots flottent dans l'air entre nous, une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Il y a 2 mois, j'aurais peut-être cédé. Il y a 2 semaines, j'aurais peut-être négocié. Aujourd'hui, j'ouvre simplement mon ordinateur portable. J'ai accepté un nouveau poste, dis-je en tournant l'écran vers eux. Architecte logiciel chez Meridian Tech à Marseille. Je commence le mois prochain. La couleur s'efface du visage de ma mère. Marseille? C'est à l'autre bout du pays. Le salaire est de 135 000 €. Je continue en affichant une feuille de calcul que j'ai préparée. C'est 33 000 € de plus que ce que je gagne maintenant. Papa se penche en avant. C'est merveilleux, ma chérie, mais... Et sans soutenir ce foyer, je l'interromps en surlignant une ligne de mon budget. J'économiserai environ 3 200 € chaque mois. Les lèvres de ma mère se serrent en une fine ligne. Tu ne peux pas simplement partir. J'ai payé pour le privilège d'être méprisée, dis-je, ma voix stable. Cet arrangement est terminé. Papa tend la main vers la mienne, mais je me retire. Amandine, sois raisonnable.
Je suis raisonnable. Pour la première fois depuis des années. Mon téléphone vibre avec un SMS de l'oncle Frank. Tout le monde est là, prêt, quand tu l'es, il sera. Je dois y aller, dis-je en fermant mon ordinateur portable. Le dîner de Célène commence dans 30 minutes. Mes parents me suivent, l'air perdu, jusqu'à la porte, comme s'ils ne comprenaient pas comment ils avaient perdu le contrôle du scénario. Le restaurant bourdonne de conversation, alors que j'entre dans la salle privée que l'oncle Frank a réservée. Célène est assise en bout de table dans une robe de couleur crème, entourée de tantes, d'oncles et de cousins que je n'ai pas vus depuis des mois. Mes parents me suivent, la confusion évidente sur leurs visages. « De quoi s'agit-il » murmure ma mère durement. Je ne réponds pas, me dirigeant vers Célène. Elle lève les yeux, son sourire faiblissant quand elle voit mon expression. « Amandine ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je pose une boîte cadeau emballée devant elle. Le papier argenté attrape la lumière du lustre au-dessus. Je voulais te montrer quelque chose. « À vous tous !» dis-je assez fort, pour que tout le monde entende. La pièce se tait. Ouvre-le. Célène hésite avant de retirer soigneusement le papier d'emballage. À l'intérieur se trouve un portefeuille en cuir contenant chaque relevé financier, reçu et relevé bancaire des 2 dernières années. Voici mon cadeau pour toi. La vérité sur qui t'a soutenu. Célène feuillette les pages, son expression passant de la confusion au choc. Tout est là, dis-je tranquillement. 61 000 € en 2 ans. Célène lève les yeux, ses yeux se remplissant de larmes. Elle se tourne vers nos parents, qui se tiennent figés près de l'entrée. Comment avez-vous pu ? Ma mère s'avance. Célène, ce n'est pas l'endroit. Non, rétorque Célène en brandissant une page. Nous devons régler ça, maintenant. Oncle Frank se lève. Ta sœur a porté cette famille tout en étant traitée comme si elle avait moins de succès que toi. Tante Patricia pousse un cri de surprise. Hélène, est-ce vrai ? Le visage de ma mère rougit alors que des murmures se propagent dans la pièce. Mon père fixe le sol. Célène se lève de table et se dirige vers moi, tenant toujours le portefeuille. Sa voix tombe à un murmure. Je n'ai jamais su que tu portais tant pour moi. Une larme coule sur sa joue. À partir de maintenant, vis pour toi. La pièce observe en silence stupéfait Célène, confronter nos parents, exigeant des réponses que je cherche depuis des années. Je sens quelque chose se détendre dans ma poitrine. Un nœud de ressentiment et d'obligation qui commence à se défaire. Plus tard cette semaine-là, j'apprends par l'oncle Frank que mes parents envisagent de vendre leur maison. Sans mes contributions mensuelles, ils ne peuvent pas se permettre le prêt immobilier. Une partie de moi se demande si une relation avec eux peut être sauvée ou si j'ai même envie d'essayer. Je ferme un autre carton de déménagement dans mon appartement avec du ruban adhésif, le marquant « Cuisine » avec un marqueur noir. Marseille m'attend. Un nouvel emploi, une nouvelle maison, un nouveau départ. Alors que j'emballe des verres dans du papier journal, je trouve l'album photo que j'avais rangé il y a des années. En l'ouvrant, je découvre des photos délavées de vacances en famille, de réunions de fêtes, de célébrations d'anniversaire, des visages souriants qui ressemblent maintenant à des étrangers. Les souvenirs qu'ils évoquent sont maintenant teintés d'une nouvelle compréhension. La joie sur ces photos semble maintenant performer, les sourires un peu trop figés. Je réalise que j'ai passé des années à essayer de recréer ces moments, sans voir qu'ils étaient peut-être des illusions depuis le début. Je ferme l'album et le place dans une boîte étiquetée « Indécis ». Je ne suis pas prête à le jeter, mais je ne suis pas non plus prête à l'emporter avec moi dans ma nouvelle vie. C'est une relique d'un passé que je dois d'abord comprendre et avant de pouvoir décider de son sort. Le processus de tri de mes affaires devient une métaphore de ma vie. Je jette les choses qui ne me servent plus, je garde ce qui est essentiel et je mets de côté
ce dont je ne suis pas sûre. Pour la première fois, je suis la seule conservatrice de ma propre vie. La décision de ce qui reste et de ce qui part m'appartient entièrement. C'est une responsabilité terrifiante et exaltante à la fois. Mon téléphone sonne. C'est Célène. Sa voix est hésitante. J'ai trouvé un conseiller financier, dit-elle. J'apprends à faire un budget. C'est humiliant, mais nécessaire. C'est la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Elle ne demande rien, elle ne fait que partager. C'est un début fragile, mais c'est un début. Je suis désolée, Amandine, dit-elle avant de raccrocher. Pour tout. Ces 3 mots signifient plus pour moi que toutes les excuses forcées et les justifications de mes parents. 6 mois plus tard, la lumière du matin traverse les fenêtres de mon appartement marseillais, peignant ma petite table à manger d'un or chaud. Je fixe la notification de mon application de prêt étudiant. Solde réduit de 2 400 € supplémentaires ce mois-ci. Pas de paiement de prêt immobilier pour mes parents. Pas de renflouement de carte de crédit pour Célène. Juste ma propre liberté financière, un paiement à la fois. Mon ordinateur portable sonne avec un appel vidéo entrant. Le visage familier de Diane remplit l'écran, sa cuisine à Atlanta visible derrière elle. « Regarde-toi. Marseille te va bien, » dit-elle en sirotant un café dans sa grande tasse. « Tu sembles différente. » Je redresse les épaules. J'ai clôturé 2 grands projets ce trimestre. Le chef d'équipe dit que je suis en bonne voie pour une promotion d'ici décembre. Et personne ne s'attribue le mérite de ton travail cette fois, note Diane. Je ris, un vrai rire qui part du ventre. Et monte sans contrainte. C'est étrange de ne pas avoir à minimiser mon succès pour éviter de faire sentir quelqu'un d'autre mal à l'aise. Et ce groupe de randonnée que tu as mentionné? Nous prévoyons une sortie d'un week-end dans les Calanques le mois prochain. J'hésite, puis j'ajoute, et je vois quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, mais tu t'autorises la possibilité? Le sourire de Diane s'élargit. C'est la vraie victoire. Plus tard dans la soirée, je me glisse dans une robe vert sauge pour le dîner de gala de mon entreprise. En ajustant mon simple collier en or, je remarque mon reflet. Les épaules en arrière, le menton levé, les yeux clairs. La femme qui a quitté Lyon il y a 6 mois se serait légèrement voûtée, se faisant plus petite. La salle de banquet bourdonne de conversations quand j'arrive. Ma directrice de département me fait signe de venir à une table près de l'avant. « La voilà ?» annonce-t-elle au groupe. Les scores de satisfaction client d'Amandine ont été les plus élevés de l'entreprise ce trimestre. Le compte Reynolds l'a spécifiquement demandé pour leur prochaine phase. Une salve d'applaudissements suit. Mes joues s'échauffent, mais je ne dévie ni ne diminue les éloges. Je dis simplement « merci ». Je suis fière du travail que nous avons accompli. Quand la femme à côté de moi me pose des questions sur ma famille, la question ne me tord plus l'estomac comme avant. Mes parents et moi prenons nos distances, dis-je calmement, le couteau à beurre stable dans ma main. Ma sœur et moi trouvons notre chemin vers une relation plus honnête. Aucune honte ne colore ma voix. Aucune excuse élaborée ne remplit le silence. Juste la vérité, simplement énoncée. Parfois, la famille est assez compliquée, répond-elle. Oui, je suis d'accord. Et parfois, c'est exactement ce qu'elle semble être. Ce moment est un test, et je sens que je l'ai réussi. J'ai présenté ma réalité. IT, sans excuse ni drame, en la traitant comme un simple fait de ma vie. Et le monde ne s'est pas effondré. La conversation a simplement continué, et je me suis sentie plus légère, libérée du poids de devoir maintenir une façade. Le week-end amène Diane et oncle Franck à Marseille. Nous nous réunissons dans mon petit salon, des boîtes de plats à emporter éparpillées sur ma table basse. Le soleil couchant jette une lueur rose sur le vieux port visible depuis ma fenêtre. Oncle Franck lève son verre de Bordeaux. À Amandine.
dit-il, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa vraie famille. Diane ajoute: à la construction de la famille que l'on choisit, pas seulement à l'acceptation de celle dans laquelle on est né. Nous trinquons alors que j'absorbe leurs mots, sentant leur vérité s'installer en moi. Nous passons le week-end à explorer la ville, à rire, à partager des histoires. Ils ne me posent pas de questions sur mes parents, me laissant guider la conversation. C'est un respect que je n'ai jamais connu auparavant. Ils sont ici pour moi, pas pour ce que je peux faire pour eux. Le mardi suivant, un email inattendu apparaît dans ma boîte de réception. Le nom de Célène dans le champ de l'expéditeur fait hésiter mon doigt sur le bouton de suppression. Mais la curiosité l'emporte. J'ai repris les paiements du prêt immobilier de maman et papa le mois dernier, écrit-elle. Ils n'étaient pas contents. Papa a même suggéré que je te demande de l'aide jusqu'à ce que je sois établie. Je lui ai dit que j'étais établie depuis des années, mais jamais financièrement indépendante. Ça change maintenant. L'email continue, détaillant ses difficultés avec la budgétisation et la responsabilité financière. C'est plus difficile que ce à quoi je m'attendais, admet-elle. Mais aussi plus satisfaisant. Je pense que je comprends maintenant ce que tu as essayé de me dire. Je lis les derniers paragraphes 2 fois. Maman et papa veulent te rendre visite. Je leur ai dit que c'est ta décision, pas la mienne. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi tu ne veux pas laisser le passé derrière nous. Je commence à le faire. J'aimerais te rendre visite un jour si tu es d'accord. Juste moi. Ma réponse est courte, mais sincère. Pas prête pour maman et papa pour l'instant, mais j'adorerais te montrer Marseille au printemps prochain. En fermant mon ordinateur portable ce soir-là, je m'interroge sur la fine ligne entre le pardon et l'autoprotection. Célène semble sincèrement changée par la confrontation avec les schémas de notre famille, mais nos parents restent inchangés, piégés dans leur récit de victimisation. Que feriez-vous? Tenter de reconstruire des relations avec ceux qui se sont avérés peu disposés à changer, ou se concentrer sur l'entretien de liens avec ceux qui respectent vos limites? Je regarde par la fenêtre, les lumières de la ville scintiller sur l'eau. Je n'ai pas la réponse, mais pour la première fois, je sais que j'ai le droit de prendre mon temps pour la trouver. La décision m'appartient, et cette liberté est la chose la plus précieuse que j'ai jamais possédée.